Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes également l'auteur de Comprendre le monde chez Armand Collin. La guerre est toujours très intense, je le disais encore à l'instant, ces dernières heures. On a tout à la fois une nouvelle attaque sur Kiev avec au moins 3 morts et dans le même temps la Russie qui évacue en particulier des enfants à sa frontière avec l'Ukraine parce que la situation est jugée alarmante par le Kremlin. On était déjà dans un conflit de haute intensité, c'est comme ça que les militaires le qualifient. Est-ce que de votre point de vue, on est en train de vivre une nouvelle phase d'escalade? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans cette haute intensité? Ah oui, on pourrait aller plus loin avec des bombardements vraiment massifs, de destruction d'immeubles entiers, de raser des villes. Heureusement, on n'en est pas là. Ce qui est nouveau dans l'affaire, c'est que désormais, c'est le territoire russe qui est touché, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, il est de plus en plus difficile pour Poutine de dire qu'il mène une petite opération spéciale militaire qui va donner rapidement les fruits de la victoire et qui permettra de contrôler l'Ukraine. Puisque désormais, à Moscou, on ignorait la guerre. On pouvait ignorer la guerre. C'était pas une ville... Les habitants pouvaient l'ignorer. Les habitants. Et c'était pas une ville où il y avait le plus de mobilisation. Les gens qui étaient mobilisés venaient plus d'ailleurs. Là, ils voient qu'ils peuvent être frappés. Et donc, Poutine semble de moins en moins contrôler la situation. Et lui qui pouvait penser que le temps jouait pour lui, c'est un peu moins le cas maintenant, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts immenses sur Moscou. Il y en a un peu plus dans des villes frontières de l'Ukraine, mais donc le fait que l'Ukraine... En particulier Belgorod, je disais à l'instant, la région où il y a les évacuations voilà. en ce moment même. Et donc le fait que le territoire russe puisse être frappé est une nouveauté dans cette guerre, parce qu'auparavant, l'Ukraine se défendait chez elle, sur son territoire, sur les territoires conquis par les Russes, mais pas en frappant le territoire russe. Alors, c'est une nouveauté qui n'a pas échappé aux États-Unis. Il y a quelques heures encore, ils ont annoncé débloquer une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine, 300 millions de dollars en plus, mais avec tout de même une précision importante. Ils redisent à nouveau que leurs armes, les armes occidentales, ne doivent pas servir à frapper l'Ukraine. Est-ce que cette parole, cet engagement américain est incontournable? Est-ce qu'il vous paraît totalement exclu qu'à un moment, les Ukrainiens utilisent nos armes, les armes occidentales, pour frapper la Russie? Et ils ne pourront pas le faire sans un feu vert implicite ou un silence sur cela. Parce que s'ils le faisaient, les Américains le sauraient. Et donc s'ils disent non, ne le faites pas, ça aurait des conséquences importantes sur la solidité du lien entre Washington et Kiev. Mais on voit par exemple que les Britanniques, eux, ne sont pas opposés au fait que le territoire russe sera frappé. Donc est-ce que les Britanniques ont une position qui anticipe la position des États-Unis, ou est-ce que Biden, qui quand même va rentrer d'ici peu de temps en campagne électorale, qui risque d'affronter Trump, qui ne veut pas dire publiquement qu'il souhaite la victoire de l'Ukraine, qui pourrait challenger Biden sur ces aspects-là, va rester prudent et va tenir sur cette ligne. On livre des armes de plus en plus importantes, mais ces armes ne doivent pas frapper la Russie. Pour l'instant, ce sont des drones qui peuvent être turcs ou qui peuvent être de fabrication autre que américaine, qui frappent la Russie. Mais on sait qu'il y a un débat sur la fourniture d'avions et que là, on rentrerait dans une autre dimension, bien sûr. Oui, et puis d'ailleurs, on a vu, côté russe, on a beaucoup de doutes sur la pérennité de cette promesse ou de cet engagement. Sergueï Lavrov disait en début de semaine, après l'attaque de drones sur Moscou, que pour lui, tout cela, c'était des mensonges, ces paroles occidentales. Juste sur la question de l'armement, précisément, hier, le président français, depuis Bratislava, où il était en déplacement, a prévenu « Il faut nous préparer à ce que ce conflit dure ». Avec beaucoup de lucidité, dit-il. En filigrane, est-ce qu'il est là en train de nous parler de la remilitarisation de l'Europe, de la France? On sait que la France, par exemple, a engagé une loi de programmation militaire conséquente, 400 milliards sur 7 ans. Il y a 2 jours, c'était le Danemark qui disait qu'il allait tripler ses dépenses militaires. Est-ce que c'est ça le mouvement indispensable pour nous autres occidentaux et européens? Il y a un mouvement général de course aux armements, bien sûr en Europe, mais également en Asie. Le Japon, qui se maintenait à moins de 1% de dépenses militaires par rapport au PIB, va passer à 2%. La Pologne veut passer à 4%. Les pays européens, qui il y a déjà longtemps s'étaient engagés à avoir 2% du PIB sur les questions de défense, commencent à y parvenir. Donc effectivement, il y a des dépenses militaires qui pour l'instant sont plutôt faites pour acheter des armes américaines que pour construire un pilier européen de la défense. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui a interpellé le président français hier, puisqu'il a adressé un message aussi à nos confrères, on va dire camarades européens à propos de l'armement, en leur disant d'une certaine manière, vous créez les problèmes de demain en achetant ailleurs qu'en Europe. Achetez européen, c'était son message. Surtout que les achats massifs qui sont faits maintenant vont nourrir les arsenaux pour des années. Et que donc, même lorsque des matériels comme le futur avion de combat franco-allemand et avec les Espagnols également sera prêt, si toutes les armées européennes se sont équipées d'avions américains, ils n'auront plus d'espace, plus de financement pour acheter européen. Donc effectivement, la montée massive des dépenses militaires européennes, à la fois renforce militairement l'Europe d'un point de vue matériel, mais en même temps risque de peser sur l'avenir de l'industrie européenne de défense, qui est quand même paradoxal.
Le président français a eu aussi un mot, il lie différents sujets, hein. Les enjeux militaires, les enjeux économiques, les enjeux de souveraineté. Il y a quelque temps, il avait aussi beaucoup développé l'idée d'autonomie stratégique européenne. Dans la réalité, il y a quand même une question, c'est cette Europe de la défense peut-elle ou pas exister au sein de l'OTAN? Lui, il défend l'idée qu'il puisse y avoir un pilier européen au sein de l'OTAN. C'est pas un sujet de consensus. Et il est en Europe de l'Est aujourd'hui, précisément dans une zone où on est très attaché à l'OTAN dans sa globalité. Et très honnêtement, il a fait une fiction en disant que désormais il y a un consensus, que l'Europe est unie. Non, l'Europe n'est pas unie sur ces sujets-là. Il y a effectivement une division que Rumsfeld, d'ailleurs, le secrétaire à la défense américain, pendant la guerre d'Irak ou avant la guerre d'Irak, avait dit entre la vieille et la nouvelle Europe. Le président Macron veut nier cela. Il a très longtemps, il s'est opposé à cette vision est-européenne, comme quoi il n'y a que seule garantie les États-Unis, qu'il faut se protéger et que seuls les États-Unis peuvent le faire. Et là, en venant dire qu'il n'y a pas deux Europes, quelque part, il est dans la fiction. Aujourd'hui, donc je le disais, le président de la République est en Moldavie pour un sommet de la communauté politique européenne. Et vous voyez à l'instant le président Volodymyr Zelensky, ukrainien, qui est accueilli par la présidente moldave, Maia Sandu. C'est une visite qui était espérée, mais qui reste une visite surprise, puisque la confirmation a été donnée il y a quelques minutes seulement par la présidente moldave. Le symbole est très fort, Pascal Boniface. On est à quelques kilomètres seulement de la frontière avec l'Ukraine, dans un pays, la Moldavie, qui lui-même, aujourd'hui, même s'il accueille des dirigeants de l'Europe entière, est visé par une déstabilisation de la Russie. Il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, Zelensky va voir des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, alors qu'il les voyait un par un. Donc, il sort de plus en plus de l'Ukraine. Il montre qu'il est dans le temps long et qu'il n'est plus prisonnier, assiégé dans son propre pays par les Russes. Il a fait une visite surprise bien plus loin, à Hiroshima, ce qui a quand même un peu déstabilisé à la fois le protocole japonais, mais surtout les pays du Sud qui étaient invités au G7, qui n'ont pas trop apprécié d'être mis devant le fait accompli. Mais là, effectivement, il sort dans un pays qui est candidat à l'Union européenne, mais pas candidat à l'OTAN, parce que la Moldavie a un statut de neutralité. Et là, c'est bien sûr une ligne rouge importante, mais effectivement, c'est un succès supplémentaire, parce qu'on peut penser que Zelensky va recevoir un message de solidarité de la quasi-totalité des dirigeants qui sont là. Il y a presque tous les dirigeants parce que seuls les Biélorusses, seul le président biélorusse et russe n'ont pas été invités. On ne sait pas encore si M. Erdogan va venir, il n'a pas encore fait savoir, mais il y aura vraiment toute l'Europe politique qui sera là, l'Europe en dehors de l'Union européenne, en dehors des pays occidentaux. Donc pour Zelensky, effectivement, le fait qu'il vienne prouve qu'il est mobile, qu'il n'est plus assiégé, et il aura un contact direct, non plus en visio, avec les dirigeants européens. Effectivement, un déplacement international de plus, très important. Toutes les images, bien sûr, et les déclarations éventuelles, ce sera à suivre, y compris dans les minutes à venir sur LCI. Si le président Zelensky se montre et s'exprime, vous le disiez, vous le soulignez à l'instant, toute l'Europe, certes, mais un candidat à l'Union européenne, un candidat à l'OTAN, alors qu'on sait que dans ces deux procédures, l'Ukraine va devoir patienter. Hier, le chef de l'État a aussi parlé de cette CPE, cette communauté politique européenne qui se réunit. C'est l'image que l'on a vue en Moldavie. Il disait aussi que c'est le seul moyen de répondre à l'attente légitime des Balkans occidentaux, de la Moldavie, de l'Ukraine. Ça veut dire que pour ces pays-là, l'avenir, c'est cette CPE plutôt que l'Union européenne? Une sorte de salle d'attente? Très honnêtement, ils ne sont pas prêts économiquement, ils ne sont pas prêts non plus stratégiquement. Il y a encore des troubles. On voit ce qui se passe au Kosovo en ce moment. Et donc, effectivement, alors ces pays ont assez peu apprécié, alors qu'ils sont dans la file d'attente depuis de nombreuses années, de voir l'Ukraine passer en fast-track et leur doubler la politesse. Et donc, ils ont le sentiment que eux suivent les règles. La Géorgie, notamment, d'ailleurs, est très marie d'avoir été doublée par l'Ukraine et d'avoir pas été retenue comme pays candidat, contrairement à la Moldavie, qui, elle, s'est vu reconnaître ce statut. Mais l'Europe s'est quand même élargie rapidement, de façon peut-être excessive en termes de vitesse et en termes de nombre. On sait qu'il y a besoin d'une pause. Mais effectivement, il faut envoyer des signaux à ces pays parce que l'attraction européenne a aussi un effet stabilisant sur ces pays. Et beaucoup de ces pays se tiennent à la limite du conflit entre eux parce qu'il y a cette perspective européenne. C'est un rempart, l'Union européenne, pour ces pays. C'était un gage de protection, par exemple, par rapport à la Russie? Oui, aussi. Surtout, c'est la gage d'une prospérité. Comparons les revenus, le PIB ukrainien qui a diminué depuis l'indépendance et la Pologne qui a été multiplié par 5 depuis la fin du communisme. On voit bien quand même que l'Union européenne amène quelque chose d'un point de vue économique. Pour beaucoup de populations aussi, l'Union européenne, c'est la lutte contre la corruption, dont ces pays souffrent énormément. Donc effectivement, c'est d'ailleurs le paradoxe, les membres, les citoyens des pays européens
éprouvent une sorte de fatigue de l'Union européenne, alors que les citoyens qui sont à la porte d'entrée ou au seuil, eux, veulent y rentrer et le plus vite sera le mieux de leur point de vue. Vous avez évoqué le Kosovo. Arrêtons-nous un instant sur ce sujet parce qu'il va y avoir aujourd'hui, en tout cas c'est le souhait d'Emmanuel Macron, une rencontre avec les présidents, enfin les dirigeants qui sont les plus directement concernés, la présidente kosovare, le président serbe, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Je rappelle en 2 secondes, il y a des heurts, des violences depuis plusieurs jours, suite à la décision du Kosovo d'introniser des maires albanais dans des villes du nord du pays, alors qu'il y a là une majorité serbe, que la population majoritairement serbe a boycotté un scrutin municipal. Bon, pour dire les choses simplement, on est toujours sur les suites de ce conflit historique entre Serbes et Albanais au Kosovo. Y a-t-il aujourd'hui un moyen d'en sortir rapidement? Il y a quelques heures encore, on voyait des Serbes descendre dans la rue au Kosovo et crier « Russie, Russie, Russie ». Se rajoute à cela une couche qui est extérieure, qui est l'influence qu'a encore la Russie. Enfin, on a fait une guerre au Kosovo. Si le Kosovo est indépendant, c'est qu'on a fait une guerre contre un pays, la Yougoslavie, qui ne nous avait pas attaqués. Et cette guerre du Kosovo marque, parce que d'une part, c'est aussi une date dans la rupture entre la Russie et les pays occidentaux. L'OTAN se présente comme une alliance défensive. Elle a fait la guerre en 99. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et les Serbes ont l'impression qu'ils ont été abandonnés. Et donc, quand ils sont abandonnés... Elle l'a fait au motif de la protection de population. Oui, c'était l'argument utilisé. Bien sûr, bien sûr. Enfin, il y a d'autres populations qu'on n'a pas protégées. Il fallait aussi célébrer l'anniversaire de l'OTAN, montrer la crédibilité européenne. D'autres facteurs ont joué et on va demander aux Yougoslaves d'accepter les troupes de l'OTAN sur leur territoire, faute de quoi on leur ferait la guerre. C'était inacceptable. C'était très franchement inacceptable. C'était une erreur de votre point de vue. Oui, bien sûr. Ce conflit. Oui, oui, bien sûr. Il eût fallu laisser les Serbes agir. Non, mais on aurait pu faire des pressions, avoir d'autres moyens que intervenir militairement dans une guerre dont les effets déstabilisants sont encore marquants. On a accepté la Croatie dans l'Union européenne, la Serbie est restée à la porte, donc il y a une dérive. Et comme les Serbes ont l'impression qu'ils sont tenus à l'écart par les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils frappent à la porte de la Russie. D'une part, ils sont slaves, ils sont orthodoxes, comme eux, il y a quand même des complicités. La Russie s'était élevée en 99 contre la guerre. Et donc, effectivement, alors les Serbes sont un peu coincés parce que d'une part, ils ne veulent pas renoncer à la perspective d'entrer dans l'Union européenne, qui est vitale pour eux, mais en même temps, ils savent bien qu'ils ne sont pas traités de façon comme de véritables partenaires par les pays de l'Union européenne. Il y a quelques heures, enfin un jour, c'était en tout début de cette semaine, le joueur de tennis Novak Djokovic, qui est serbe, pour le coup, a eu un message politique en écrivant, enfin en disant que le Kosovo était le cœur de la Serbie. Historiquement, c'est effectivement la thèse à laquelle sont très attachés les Serbes. La ministre des Sports française, puisque ça s'est fait dans le cadre de Roland-Garros, a estimé que ce n'était pas approprié parce que la place de la politique n'est pas celle de Roland-Garros. Vous avez aussi, vous, beaucoup travaillé sur l'importance du sport dans la diplomatie, la géopolitique. Quel regard vous portez? Est-ce qu'un sportif comme Novak Djokovic est dans son rôle ou sort de son rôle en défendant ce à quoi il croit politiquement? Il défend ses convictions. Il est serbe. Djokovic est l'un des rares motifs de fierté des Serbes. C'est-à-dire que les Serbes sont considérés comme un peuple qui a fait des guerres, qui est tout à fait méprisé, etc. Et Djokovic a rendu leur fierté aux Serbes. D'autre part, il l'a dit à de nombreuses villes. Il se rappelle qu'on était enfant qui était bombardé. Et pendant la guerre du Kosovo, on montrait moins les bombardements des villes yougoslaves que l'on montre les bombardements des villes ukrainiennes aujourd'hui. Donc il se rappelle de cela. Et effectivement, il a des convictions. C'est un nationaliste serbe. Et donc, alors effectivement, on va dire que ce n'est pas à Roland-Garros de le faire. Et en même temps, c'est là que c'est vu. Donc, il a enfreint les règles du tournoi de Roland-Garros. Mais comme c'est Djokovic, on n'a rien dit. Je pense que s'il avait été 240e mondial, il aurait été exclu du tournoi. Oui. Effectivement, c'est là où la question de la notoriété, bien sûr, comme dans beaucoup de sujets, est un facteur de protection. Je reviens à la situation sur le terrain qui concerne l'Ukraine et la Russie. On apprend que la région de Belgorod, on en parlait tout à l'heure, côté russe de la frontière, mais non loin de l'Ukraine, est la cible de frappes ininterrompues. Ça pose aussi la question, on parlait tout à l'heure de défense, de rôle des États-Unis, de l'avenir de cette défense, de la manière dont le rapport de force va se faire entre la Russie, entre l'OTAN. On sait que Vladimir Poutine a souvent dit qu'il s'estimait victime d'une agression de l'OTAN. Il y aura un sommet qui va se tenir à Vilnius en Lituanie au mois de juillet. Il y aura beaucoup d'enjeux pendant ce sommet-là et
pas forcément des enjeux tout à fait consensuels. Il y a la question justement de l'adhésion de l'Ukraine, on y revient, il y a la question de la succession du secrétaire général actuel, il y a la question aussi de quels armements, quelles dépenses et dans quel montant. Quel regard vous portez sur cette question-là? Emmanuel Macron hier ironisait lui-même sur sa propre phrase de 2019, il disait « l'OTAN était en état de mort cérébrale, Vladimir Poutine l'a réveillée ». L'OTAN est-elle vraiment sauvée aujourd'hui? Ah oui, enfin pour le présent et pour le moyen terme, effectivement, l'OTAN est plus forte que jamais. La Suède, il frappe à la porte et un jour ou l'autre, Erdogan obtiendra les concessions qu'il veut avoir. C'est la Turquie, et donc, c'est la Turquie qui bloque, mais il aura des concessions et donc il va l'accepter. La Finlande l'a rejoint. Tous les pays, l'influence américaine en Europe s'est très fortement renforcée par rapport aux années passées. Et donc, tout va bien. Après, si Trump était réélu en 2024, eh ben, on aura de nouveau un chantier très différent. C'est pour cela qu'il ne faut pas uniquement penser en cadre OTAN. Et par ailleurs, parmi les sujets majeurs qui auront lieu, qui seront évoqués à Vilnius, il y a la Chine, puisque l'obsession américaine, c'est que la Chine fasse partie des sujets de préoccupation de l'OTAN. Les Européens disaient non, la Chine n'est pas une menace militaire pour nous, mais les États-Unis insistent, et vous avez vu qu'au sommet du G7 à Hiroshima, il y a eu toute une longue déclaration sur la Chine qui a plutôt ulcéré les dirigeants chinois, et on peut penser que le couvert sera remis à Vilnius. Mais vous pensez réellement, pour le coup, que l'élection américaine conditionne beaucoup de choses? C'était aussi le sens du propos du président français hier. Il disait on ne peut pas dépendre de la décision des électeurs américains. Ça peut se dire aussi simplement que ça. L'élection américaine conditionne la suite. Imaginez que vous avez un pape qui arrive qui dit « je crois plus dans le catholicisme ». Ça va quand même troubler tous les catholiques. En effet. Et donc si Trump est réélu, il dit « moi je crois pas à l'OTAN », qu'est-ce qu'on va faire? Et ça sera la deuxième fois. Donc en fait, l'élection de Biden est venue remettre de la confiance. Sauf que la débâcle de Kaboul est venue miner cette confiance. La guerre en Ukraine, effectivement, Poutine a fait tout ce qu'il ne voulait pas faire. Et Poutine a renforcé singulièrement l'OTAN qui est plus fort que jamais. Un petit point justement sur ce qu'il faut faire en attendant l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine. Là encore, c'est une question compliquée. L'Ukraine dit on doit adhérer le plus vite possible et en attendant, Emmanuel Macron dit il faut qu'on puisse imaginer pour l'Ukraine, cette fois il le dit pour l'Ukraine, des garanties de sécurité tangible et crédible. Ce sont ces mots. Il prend un exemple, il dit par exemple quelque chose entre la sécurité fournie à Israël par les États-Unis et une adhésion pleine et entière à l'OTAN. Qu'est-ce qu'il y a comme marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Qu'est-ce qu'on peut offrir à l'Ukraine en attendant qu'elle soit membre de l'OTAN? Voilà, disons, si elle est membre de l'OTAN, on a assistance, on lui doit assistance et on doit envoyer des militaires. Ça veut dire article 5, elle est agressée, l'OTAN doit s'engager. Donc bien sûr, on ne va pas la faire adhérer à l'OTAN tant qu'il y aura la guerre. Oui. Tant qu'il y aura la guerre. Par contre, on va faire ou formaliser ce que l'on fait. L'Ukraine, il n'y a aucun pays dans le monde qui n'a jamais été autant aidé en cas de guerre par des pays qui ne sont pas ses alliés juridiquement. L'Ukraine, il n'y a jamais dans l'histoire... Dans le sens où il n'y a pas d'alliance qui nous lie de traités communs. Oui. Et pourtant, l'Ukraine a reçu des dizaines de milliards d'aides, donc c'est un phénomène historique tout à fait inconnu. Donc c'est la poursuite de ce que l'on fait aujourd'hui, ou l'accentuation de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc il faut renouveler, parce qu'en fait, Poutine jouait sur l'usure de la solidarité occidentale. Ça fait quand même plus de 15 mois que la guerre a commencé. L'Occident est resté uni dans son soutien unanime, et même les Hongrois ne sont pas en dehors de cela. Alors les Polonais disent on va aider l'Ukraine, mais enfin ils veulent aussi couper les exportations de blé, donc là aussi il y a des contradictions, mais ceci mis à part, le soutien occidental n'a jamais failli. Mais il y a besoin un peu de le renouveler sans cesse, déjà pour doper le moral des Ukrainiens et pour montrer qu'on est toujours là, et puis aussi envoyer les signaux nécessaires à Moscou, à Poutine, en disant ne comptez pas sur le fait que la lassitude va nous gagner et que l'on va cesser le soutien à l'Ukraine. Sur l'issue éventuelle, Emmanuel Macron disait aussi hier, il faut se donner les moyens d'aller vers une paix choisie et durable. Les adjectifs sont toujours importants quand on parle de la paix, parce que c'est derrière les adjectifs en réalité que se cache la réalité. Quand on dit choisi et durable, à votre avis, à quoi pense-t-il? Alors choisi, donc c'est pas imposé par un vainqueur sur l'autre. Donc il choisit, ça veut dire que les deux protagonistes doivent quand même trouver un accord. Et durable, qu'il ne soit pas un cessez-le-feu, où dès qu'un protagoniste a refait son arsenal, il se relance dans la guerre. Donc ça remet sur la table aussi cette fameuse question des garanties de sécurité pour lesquelles le président français avait été critiqué quand il disait qu'il faudra en donner à la Russie. C'est aussi une paix qui soit suffisamment satisfaisante pour les deux parties et avec lesquelles elles puissent vivre durablement. Et c'est là que, contrairement à ces affirmations du président Macron, l'Europe n'est pas unie. Il y a des pays qui pensent que tant que la Russie sera un pays uni, tant qu'elle ne sera pas démembrée, il y aura eu des menaces de sécurité. Et d'autres qui pensent qu'une Russie divisée en plusieurs États serait une source majeure d'instabilité. Vous voyez un Daghestan indépendant, une Tchétchénie indépendante et toutes ces républiques. Donc en fait, les changements de régime par la force, on a déjà essayé en Libye, on a essayé en Irak, ça n'a pas été des succès formidables.
Un dernier mot, Pascal Boniface, on arrive à la fin de cet entretien. On dit souvent la Russie, la Russie, la Russie, mais derrière la Russie, il y a parfois d'autres pays. Je pense par exemple à l'Iran. Il y a quelques jours, l'Ukraine a dit on va sanctionner l'Iran parce que la plupart des frappes qui ont eu lieu ces derniers jours ont été faites avec des drones iraniens. Shahid, il y en a encore. Il y a aussi des missiles, mais il y a des drones. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une alliance Russie-Iran? Quel mot vous emploieriez-vous? C'est une alliance de parias. C'est une alliance de parias. Il y a deux pays qui aident la Russie militairement, la Corée du Nord et l'Iran. Voilà, donc on voit que d'une part c'est quand même pas très conséquent militairement, ce sont pas des pays majeurs. Quand vous regardez les alliés de l'Ukraine et les alliés militaires, ceux qui aident militairement, on peut dire que la Russie quand même n'est pas tellement, elle est aidée par des pays qui sont des parias sur la scène internationale. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été l'invité de LCI ce matin.